toutes, bonsoir à tous. Merci d'être présents chez Filigrane aujourd'hui pour notre rencontre littéraire du jour. Nous avons le plaisir d'accueillir Tatiana Dronnet ce soir. Alors vous le savez, c'est l'auteur aux multiples best-sellers, notamment Rose, Boomerang, qui sont tous là sur le piano, mais aussi Elle s'appelait Sarah, qui a été adaptée en un film très réussi. J'ai lu dans l'argumentaire qu'on m'a envoyé que vous êtes l'auteur français le plus lu aux États-Unis et en Europe ces 2 dernières années, donc félicitations déjà. Merci. Et puis d'autant plus merci d'être là avec nous ici à Bruxelles pour nous présenter votre dernier ouvrage qui est ici, À l'encre russe, publié chez Héloïse d'Ormesson comme beaucoup d'autres de vos romans. Alors, bonsoir, merci d'être avec nous. Merci à vous. Est-ce que je pourrais vous demander de juste nous faire 2 petits mots d'explication sur votre livre, de telle sorte que les personnes qui n'ont pas encore lu ont une vague idée de ce dont on va parler? Je ne vais pas expliquer le livre parce que j'ai envie que mes lecteurs le découvrent pour eux-mêmes. Je vais simplement peut-être situer le livre, si vous voulez bien, et pas dévoiler tout, parce que sinon après, peut-être qu'on n'aura plus envie de le lire. En tout cas, c'est un roman qui explore le processus d'écriture, comment les écrivains écrivent, comment les idées viennent. Ça se passe pendant 3 jours en Toscane, dans un hôtel de rêve, où on aimerait tous être en ce moment, au bord de la mer, où il fait beau et chaud, quelque chose qu'on a un petit peu oublié ces jours-ci. Et le héros de mon livre est un jeune homme de 25 ans qui a écrit, suite à un douloureux secret de famille, un énorme best-seller, qui a fait le tour du monde, qui est devenu un film. Et je cueille ce jeune héros au moment où il surfe sur cette vague de succès. Il va passer 3 jours dans cet endroit merveilleux, en pensant qu'il va avoir le temps d'écrire, le temps de ne rien faire, le temps de se la couler douce, comme on dit. Mais je lui réserve toutes sortes de surprises, certaines agréables, d'autres beaucoup moins. Et pour terminer, je dirais qu'il va être confronté aux fantômes du passé, ces fantômes russes qui sont venus le chatouiller au début du livre pour des raisons de quête identitaire et qu'il avait cru apprivoiser en écrivant son livre, vont revenir au cours du livre le troubler, le hanter à nouveau. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même, donc merci pour ça. Alors, le livre est dédié en partie à Héloïse et Gilles, qui sont 2 éditeurs, Héloïse et Gilles d'Ormesson. Et il est beaucoup question d'édition dans le roman. Entre autres parce que c'est un auteur à succès et que tout le monde souhaiterait pouvoir l'amener dans son écurie littéraire. Et donc on lui propose des sommes folles pour qu'il les rallie justement. Et cette dédicace, est-ce qu'elle rappelle aussi que dans le monde des affaires, dans le monde de l'édition, donc il ne faut pas l'oublier, un monde de requins, est-ce que tout ne s'achète pas? Est-ce qu'il existe encore une forme de fidélité qui est plus importante que ce qu'on peut proposer à l'auteur? En fait, moi j'avais envie de montrer dans ce livre comment un écrivain reste fidèle à un éditeur, parce que moi j'ai eu la chance de connaître Héloïse d'Ormesson en 2007. C'est elle qui a eu l'audace de publier un roman que tout le monde avait refusé jusqu'ici, qui Elle s'appelait Sarah, puisque mon ex-éditeur n'en voulait pas, pour plein de raisons. Et j'avais envie de raconter comment le lien avec l'éditeur se tisse avant même qu'un livre devienne un succès. Comment un éditeur fait confiance à l'auteur et vice-versa. Et puis surtout, au moment où un livre peut avoir un succès, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que l'auteur devient un espèce de produit. Il est convoité par d'autres éditeurs. D'autres éditeurs viennent faire une danse des 7 voiles. Peut-être certains, d'ailleurs, agitent leur chéquier d'une façon pas très élégante. Vous l'avez dit tout à l'heure, l'édition est un monde de requins. Et l'auteur, aujourd'hui, peut devenir un produit. C'est-à-dire que l'auteur, maintenant, se retrouve sur des affiches, se retrouve dans des magazines People, ce qui n'était absolument pas le cas il y a 20 ans, il y a 30 ans. On ne connaissait pas le visage des auteurs. Un auteur passait peut-être vaguement chez Bernard Pivot, vous vous souvenez d'Apostrophe. Mais aujourd'hui, maintenant, l'écrivain est devenu médiatique. Les réseaux sociaux, évidemment, ont poussé à ça. Donc c'est vrai que un éditeur, quand il tient à son auteur, il n'a qu'une trouille, c'est que son auteur soit
tentée par, voilà, par peut-être gagner plus d'argent, aller dans une maison d'édition plus prestigieuse. Et j'avais envie de raconter ça, puisque Nicolas, comme moi, a commencé par une toute petite maison d'édition. D'ailleurs, son éditrice s'appelle Alice Dor, la mienne s'appelle Héloïse d'Ormesson, c'est pas très éloigné. Donc j'ai étudié ces liens qui sont très, très particuliers à décrire, parce que c'est à la fois de la confiance, c'est à la fois une écoute, mais ça peut aussi être vécu comme une trahison quand l'auteur est tenté par aller voir ailleurs, et Nicolas d'ailleurs va se retrouver dans une situation très compliquée avec son éditrice. Alors, vous l'avez expliqué, les questions d'identité tout au long du roman, puisque c'est un douloureux secret de famille, comme vous l'avez dit, qui l'a amené à l'écriture. Et puis vous expliquez aussi que les réseaux sociaux peuvent être un piège quelque part. Et vous parlez, il y a quelque chose, un passage que j'ai trouvé très beau. Vous expliquez qu'un homme de 92 ans qui s'est battu pour la France durant la Seconde Guerre mondiale a été obligé de prouver sa nationalité. Ce qui est une violence identitaire quelque part, parce qu'on lui demande de prouver quelque chose comme si sa vie ne lui appartenait plus. Je me demandais si vous n'auriez pas un espèce de parallélisme quand vous présentez votre auteur qui est traqué par ses fans. On publie des photos de lui alors qu'il est en vacances, qu'il est dans son intimité avec les gens qu'il aime. On le met sur sa page Facebook et ça crée toutes sortes d'imbroglios que vous découvrirez en le lisant. Est-ce que là aussi il n'y a pas une violence pareille que celle de déposséder de la personne de ce qu'elle est en fait? C'est vrai que les réseaux sociaux, et d'ailleurs vous voyez on a une page Facebook là qui s'affiche devant nous, c'est vrai que les réseaux sociaux sont très utiles pour beaucoup de choses, pour faire connaître le travail d'un auteur, pour retrouver ses anciens copains, pour tout simplement dire qui on est, présenter des images qu'on aime, etc. Mais je pense que quand on devient un auteur aussi célèbre que Nicolas Colt, qui a donc vendu 35 millions d'exemplaires dans le monde, c'est-à-dire quelque chose d'absolument énorme, il est, c'est vrai, dépossédé de sa vraie identité parce qu'il devient obsédé par ce qu'on lui renvoie de lui-même. Au fond, ce qui l'intéresse, ce sont tous ces miroirs qu'on lui tend, tous ces messages qu'on lui met sur son mur, toutes ces personnes qui veulent le photographier. Et quelque part, il ne se rend pas compte que cette médiatisation virale, que tout ça va le dévorer finalement de l'intérieur aussi, puisque il va se trouver incapable d'écrire. Et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas la feuille blanche qui est le problème de Nicolas. C'est pas ce qu'on appelle, vous savez, quand l'écrivain est bloqué devant sa page et qu'il ne sait pas quoi écrire, et qu'il est bloqué dans un paragraphe et qu'il ne sait pas comment finir. Non, lui, c'est une certaine forme de paresse, parce que même si beaucoup d'entre nous utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui, et j'en sais quelque chose, puisque vous le savez, je suis assez présente sur les réseaux sociaux, c'est quand même une activité qui est très chronophage, d'une part, et aussi, si on se laisse engluer là-dedans, entièrement, si on se laisse entièrement pris dans qu'est-ce qu'un tel a dit sur moi, qu'est-ce qu'un tel montre sur moi, on se perd là-dedans. Et là aussi, il y a une espèce de perte d'identité qui m'a intéressée. C'est-à-dire qu'en plus, c'est d'autant plus ironique d'être quelqu'un comme Nicolas Colt, qui a je ne sais pas combien de milliers d'amis virtuels dans le monde, et qui au fond est totalement seul. Il est seul, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va aussi mal au début du livre, et il ne le sait pas encore lui-même, le lecteur, j'espère, le comprend. Il est dans une solitude qui le mange, qui le dévore, alors qu'il est persuadé d'être très entouré, mais j'ai aussi voulu montrer les dangers du monde virtuel. Et d'ailleurs, pourquoi je viens dans une librairie aujourd'hui? Parce que j'aime bien voir la tête de mes lecteurs, ma sœur. Voilà, je préfère venir en vrai vous voir que de donner on propose parfois de faire des conférences par Skype. Alors, je le fais quand c'est dans un pays étranger, par exemple, et qu'il y a une classe qui a envie de me rencontrer. Je ne vais pas me rendre en Amérique toutes les 5 minutes, même si j'aimerais bien. Mais je préfère 1000 fois le contact comme ça, vous voir, vous rencontrer, écouter vos questions, venir dans les librairies, les libraires ont besoin de nous. Et donc j'ai voulu dénoncer les dangers de ce monde virtuel dans lequel un écrivain aujourd'hui peut s'enfermer. Alors, vous parliez des miroirs dont il veut qu'il projette son image.
Ça n'a peut-être rien à voir, mais le bateau qui orne la couverture et qui va être très important au moment du livre, je ne vous en dis pas plus, je me demandais si justement c'était pas une espèce de miroir de Nicolas. À savoir que c'est un bateau, cette île, je vous l'ai dit, est complètement isolée, elle est magnifique, il y a plein de célébrités qui s'y trouvent, et ce bateau va se rapprocher le plus possible pour participer un peu de cette lumière, pour être sous les feux des projecteurs. Et j'avais l'impression que Nicolas faisait la même chose, par exemple lorsqu'il se met à nager avec Dagmar, qui est une éditrice extrêmement célèbre, dont il imagine qu'il y a une espèce de jeu entre eux pour qui va prendre le pouvoir, qui va proposer à l'autre la fameuse offre. Et il prend aussi les risques d'aller dans l'eau, il fait une très longue distance, il a peur de se noyer, et je me demandais si ce bateau, c'était pas un peu le risque qu'il encourait. Voilà, s'il persiste dans cette voie, s'il ne fait pas attention à lui, eh bien il y a un risque qu'il sombre finalement. Oui, c'est vrai, ce bateau est important pour plein de raisons. Mais il y a aussi ces miroirs dont on a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au début du livre, donc Nicolas raconte que son père, qui a disparu quand il avait 10 ans, lui racontait des histoires le soir avant de se coucher qui l'ont terriblement inspiré. Et notamment la fameuse histoire des miroirs et de Lord Macrashley. Pourquoi je reviens à Lord Macrashley? Vous connaissez l'effet miroir, quand on est face à un miroir et qu'on a un autre derrière soi, on voit son reflet des centaines de fois jusqu'à l'infini. Et Lord Macrashley monte tous les soirs dans sa tour, l'histoire donc que Théodore Duhamel racontait à son fils, et tous les soirs il passe devant ces deux miroirs et il se regarde et il prend une petite pause parce que c'est un vieux monsieur très fatigué et l'escalier est très long, et il remarque un soir sur un des reflets une petite tache. Il pense que c'est une poussière, mais soir après soir, alors qu'il monte dans sa chambre, dans cette haute tour où le vent souffle très fort, la tache se rapproche. Et il se rend compte avec horreur que plus les jours passent, plus cette ombre, qui au fur et à mesure qu'elle se rapproche, prend l'aspect d'un personnage terriblement inquiétant. Et quelque part, Nicolas, mon héros, comme ce bateau qui se rapproche de cette île, est rattrapé par quelque chose, on ne sait pas encore très bien quoi. Est-ce que c'est sa vanité? Est-ce que c'est le fait qu'il n'a jamais pris le temps de réfléchir profondément à qui il était lui-même? Mais ce jeu de miroir m'a intéressée parce que je le poursuis tout au long du livre, dans le sens que il y a la quête d'identité que Nicolas doit mener pour savoir qui était son père, la perte d'identité, on vient de le mentionner, qu'il subit en étant peut-être trop présent sur les réseaux sociaux et en perdant au fond vraiment qui il est. Et puis cette recherche permanente d'inspiration de ce nouveau livre qu'il n'arrive pas à commencer tout simplement parce qu'il s'est enfermé dans une spirale du mensonge et qu'il n'ose pas dire à son éditrice que c'est beaucoup plus agréable de se prélasser sur une plage en Toscane, au bord de la mer, alors qu'on vous apporte des petits fours, que de s'asseoir devant un bureau et d'écrire un livre, parce que c'est beaucoup d'efforts d'écrire un livre, et il l'a fait une fois, est-il capable de recommencer? On verra bien. Alors, vous parliez de reflets qui se chevauchent à l'infini, et ça me permet de rebondir sur quelque chose, à savoir que votre roman est vraiment construit à la manière des poupées Giggles, c'est-à-dire que vous ouvrez une couche, pouf, il y en a encore une ensuite, et j'ai l'impression que ça se perpétue à l'infini, parce que finalement, on reste à la fin du livre avec énormément de questions. Est-ce que vous vouliez montrer que la vérité est inaccessible au niveau individuel, mais que par contre, la vérité de la fiction, elle existe? Vous avez tout compris, bravo. Non mais c'est exactement ça, parce que en fait, quand on commence par une poupée russe, c'est facile de la plus grande, voilà, on l'ouvre. Et quand on arrive à la plus petite, finalement, quand on choisit d'écrire sur le processus d'écriture et qu'est-ce qui emmène un écrivain à écrire, j'ai tenté de montrer comment un écrivain se saisit d'une réalité qui n'est pas forcément la vérité, parce que je ne donne pas toutes les réponses, mais j'ai essayé de montrer comment un écrivain transpose cette réalité pour en faire un roman. Et je n'ai pas voulu mettre une fin avec un rideau qui tombe et le mot fin écrit en grand, parce que il me semble que quand on écrit, quand on décide d'écrire, le processus d'écriture, il est sans fin. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose qui vous inspire dans votre vie
de tous les jours, il y a toujours un élément dont vous allez vous servir pour en faire un livre. Oui, les écrivains sont des petits vampires, c'est vrai. Peut-être que vous allez finir dans mon prochain livre, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore commencé, mais c'est vrai qu'à la fin de l'encre russe, ce qui pourrait étonner certains de mes lecteurs, je n'ai pas voulu répondre à toutes les questions. J'ai voulu que les poupées russes continuent à être ouvertes à l'infini, pour qu'on ait comme une espèce de portrait que j'aurais pu brosser de ce jeune homme moderne, sans bien sûr vous mettre une étiquette et une fin et quelque chose voilà, qui pourrait expliquer tout. Nicolas est entouré de femmes. C'est vrai que je suis dans la peau dans ce livre d'un beau jeune homme, et je n'allais pas me priver des sollicitations féminines qu'il pourrait connaître. Mais je ne me suis pas arrêtée uniquement aux sollicitations, on va dire, amoureuses, bien qu'il y en a. J'ai voulu aussi montrer comment un écrivain peut être convoité par un éditeur. Ça, on le subodore, même si le jeu qui va naître entre cette éditrice mystérieuse qui arrive et Nicolas, on n'a pas là aussi toutes les réponses. On comprend que Nicolas est tellement vaniteux qu'il se dit « mais enfin, pourquoi est-ce qu'elle ne me fait pas d'offre ? Pourquoi est-ce qu'elle ne me propose pas de l'argent ? Pourquoi est-ce qu'elle ne me pose pas de questions sur mon nouveau livre ?» Et puis aussi, bien sûr, le passé de Nicolas, sa rupture difficile avec une ex, la nouvelle petite amie qui passe sa vie à traquer tout ce que fait, c'est un grand cauchemar cette jeune femme. Dès qu'il met quelque chose sur les réseaux sociaux, elle dit mais qu'est-ce que tu as écrit, c'est qui cette fille, pourquoi tu as liké, etc. Donc il est... Et puis il y a aussi sa mère qui est belge, d'ailleurs j'ai voulu rendre hommage à ma sœur qui a épousé un belge après tout. Donc mon héros est à moitié belge, je vous l'annonce en exclusivité pour Filigrane. Mon héros est à moitié belge et il en est très fier, et moi aussi d'ailleurs. Et donc la mère de Nicolas, qui est belge, qui s'appelle Emma Duhamel, qui vit à Paris, qui est professeure de philosophie, cagneuse. C'est vrai aussi qu'elle est très présente dans le livre parce que Nicolas, dans cette espèce de spirale de vanité dans laquelle il s'est enfermé, eh bien, il a tout simplement oublié de prendre des nouvelles des gens qu'il aime, de s'occuper de ses amis, parce qu'il n'y a que ses amis virtuels qui comptent. Et quelque part, à un moment, tel ce bateau qui s'approche, eh bien, la vraie vie, elle n'est pas dans Twitter, elle n'est pas dans Facebook, elle n'est pas sur les écrans, elle est là. Elle arrive, elle va débarquer, et Nicolas va aussi être confronté à une réalité, on va dire, surprenante concernant sa mère. Tout à fait. Voilà. Alors, il y avait une autre question qui m'intriguait beaucoup, c'est, comme vous l'avez dit, son père est mort alors qu'il était assez jeune. Enfin, c'est jamais très clair, mais on pense qu'il aime encore une femme avec laquelle il est séparé, qui a un enfant mais qui n'est pas le sien. Et finalement, lui-même va avoir un rapport un petit peu particulier avec sa nouvelle petite amie qui est parfois un peu étrange. Est-ce que ce roman, c'est pas aussi celui de la filiation, une filiation toujours problématique? Est-ce que pour vous, la littérature, elle naît aussi, un peu comme le disait Tolstoï, un autre écrivain russe, d'une famille qui doit être quelque part un petit peu dysfonctionnelle, un petit peu étrange? Est-ce qu'il faut ce drame-là au départ? Oui, je pense. Je pense que, même si je ne vais pas vous révéler les secrets de ma famille aujourd'hui, en plus ma sœur est là, donc je vais bien m'en garder, j'ai été nourrie dans ma vie par des secrets de famille qui m'ont hantée. J'ai été nourrie aussi par des secrets de famille chez les autres qui m'ont hantée. Ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours passionnée, un secret de famille. Comment tout d'un coup il arrive comme ça du passé, comment il bouleverse la vie de quelqu'un, comment il modifie le futur. Et d'ailleurs dans tous mes romans, il y a des secrets de famille, dans Les Saintes et Sarah, dans Rose, dans Boomerang, mais je reviens à notre ami Tolstoï. Effectivement, je pense qu'une complication, qu'une difficulté primaire dans la filiation ou même dans la compréhension de la filiation de quelqu'un est une piste, est un départ, parce qu'au fond c'est quelque chose qui n'est pas lisse, c'est quelque chose qui n'est pas expliqué. Et même si Nicolas n'a pas parfaitement le dernier mot sur le secret qui concerne son père, j'ai aussi voulu montrer comment il a digéré ce qu'il a compris du secret de son père,
pour en faire un livre, et c'est là où je demande à mon lecteur d'être exigeant, parce que je ne donne pas les réponses, ce n'est pas un thriller familial, c'est plutôt un livre qui invite à la réflexion sur justement comment un nœud familial compliqué, qui puise ses racines dans quelque chose de dérangeant et qu'on n'a pas envie de voir, comment finalement ça vous rattrape alors qu'on ne s'y attend pas, et comment aussi ça forge la personne que vous êtes en train de devenir. Nicolas est jeune, il n'a que 29 ans, il a encore beaucoup de choses à découvrir, mais quelque part, quand il va être remis à nouveau devant ces fantômes russes de son passé qui vont revenir, eh bien, il va devoir faire des choix. Alors j'espère qu'il fera les bons choix, mais comme je ne termine pas le livre, c'est à mes lecteurs un petit peu de deviner. Mais c'est vrai que je n'ai pas choisi une trame lisse et simple pour écrire ce livre. Il y a beaucoup de pistes, il y a beaucoup de portes. Et donc à la fin, je préfère rester dans cette ambiance un peu à la russe et un peu à la Tolstoï. Finalement, qu'est-ce que c'est que l'âme russe? Il y a une certaine souffrance. Il y a un suintement intime. Il y a quelque chose qui fait qu'on se remet toujours en question et qu'on doute. Et d'ailleurs, si on ne doutait pas et s'il n'y avait pas une certaine souffrance quelque part, peut-être que certains écrivains n'écriraient pas ces livres-là. On connaît beaucoup d'écrivains qui écrivent des livres très joyeux. Voilà, je pense à la chick lit en général, ces livres qui racontent, que j'aime beaucoup aussi, hein, ces histoires entre femmes, voilà, qui sont des livres peut-être un peu où on peut deviner la fin, ou alors des polars, des suspens, mais je reviens à la souffrance. Et encore, souffrance, c'est un mot qui me dérange parce qu'il est tellement dramatique. Voilà, je dirais plutôt un inconfort qui fait qu'on a envie de creuser et de se remettre en question et d'ouvrir la porte à finalement un chemin intérieur peut-être moins évident que quelque chose de lisse, mais qui invite aussi à une réflexion littéraire plus profonde qu'un autre chemin plus simple. Tout à fait. Enfin, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé assez très subtil dans le livre, c'est que, comme vous l'avez dit, pendant tout un moment, Nicolas est confronté à l'attente du public, de son éditrice, d'un nouvel opus, et finalement il se trouve dans l'incapacité de le faire. Et pendant longtemps, je me suis posé la question du mais pourquoi donc? Est-ce que c'est sa vanité? Est-ce que c'est le fait de se complaire dans l'adulation? Est-ce que c'est le fait de voyager, d'avoir ce plaisir-là? Et je me suis demandé si c'était pas aussi parce qu'il était trop comblé. Savoir qu'il y a, vous le dites, il y a énormément de femmes autour de lui, il est toujours quelque part un peu accablé, un peu surpeuplé, jusqu'au moment où il se passe quelque chose à la fin qui fait qu'il est dans le refus, qu'il est dans l'impossibilité de faire quelque chose. Et c'est cette béance, j'ai l'impression, c'est cette absence, moi j'utiliserais vraiment le mot absence, qui finalement va le ramener à l'écriture, j'ai l'impression. C'est le fait qu'il y ait une faille qui se crée, qu'il ne puisse pas combler, et finalement son imaginaire, son intellect doit pallier à tout ça. Vous vous souvenez à un moment son ami d'enfance, François, qui est un petit peu dérangé par ce qui est devenu son ami Nicolas Duhamel, c'est-à-dire que son brave copain de lycée est devenu une star internationale des lettres qu'on voit dans tous les pays. Et il se doute bien, il voit bien que son ami romancier est devenu quelqu'un d'un petit peu vaniteux, est devenu quelqu'un d'un petit peu égocentrique, qui ne prend pas le temps de s'occuper des autres, qui ne se remet même plus en question. Et il va y avoir un moment assez désagréable où François va téléphoner à Nicolas et lui parler d'une façon brutale et lui dire as-tu vraiment l'étoffe d'un écrivain? Tu as écrit l'enveloppe de ton premier roman parce que tu souffrais, tu l'as écrit avec tes larmes, tu l'as écrit avec ton sang, mais là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te dors la pilule sous le soleil, tu es le roi de Twitter. Non, tu n'es pas un écrivain, Nicolas, parce que pour écrire, on doit avoir cette souffrance, on doit pouvoir l'exprimer, et toi, tu n'as rien à l'exprimer. Et là, Nicolas va se retrouver face à cette réalité, évidemment très désagréable à entendre, même si je pense qu'il s'en doute un petit peu. Ensuite, il y a sa tante belge qui va téléphoner et lui dire un petit peu la même chose, donc ça va être une journée très difficile pour lui, pour plein d'autres raisons. Mais j'ai envie de dire que je pense qu'à la fin, il va suivre le bon chemin. J'espère, en tout cas pour lui. J'ai une dernière question avant d'offrir la parole aux personnes qui sont dans le public.
le fait que vous ayez précisément choisi une île pour qu'il s'y repose, est-ce que c'est pas une façon pour vous aussi de montrer un petit peu la posture d'un écrivain, à savoir, il faut s'isoler, il faut vivre quelque part hors de la réalité, comme dans son imaginaire, et observer ses contemporains, comme le fait Nicolas d'ailleurs, à la façon de personnage. Il détaille chacune des personnes qui se trouvent dans son champ de vision, en imaginant, voilà, elle pourrait faire ceci, elle pourrait faire cela. Est-ce que pour vous, ça, c'est la posture d'un écrivain? Alors c'est difficile de vous dire, d'abord le mot posture me gêne parce que dans posture il y a imposture. Et je sais qu'il y a des écrivains qui aiment se retirer du monde, n'avoir très peu de contact avec leurs lecteurs, ne pas venir à des dédicaces, ne pas être sur les réseaux sociaux, ne pas répondre à leurs courriers parce qu'ils ont besoin de se préserver pour écrire. Je respecte parfaitement ça. Moi, hélas, ou tant mieux, je ne sais pas, je suis trop curieuse. J'aime le contact avec les autres, j'aime écouter les questions, j'aime discuter. Voilà, je pourrais poser des questions à l'envie aux personnes que je croise. Mais pour écrire un livre, pour écrire un roman, d'abord c'est quelque chose qui met 2 à 3 ans. Et vous ne pouvez absolument pas écrire un roman si vous êtes sans cesse mangé par les réseaux sociaux. Alors, bien sûr, il faut concilier une vie de famille. J'ai mon mari qui est là, nous sommes mariés depuis 25 ans, donc s'il était vraiment très très mécontent, je pense qu'il serait parti il y a longtemps. Dieu merci. Dieu merci, il est là. Mais c'est vrai qu'il faut, à un moment, je reviens à cette notion de l'île, il faut faire le vide en soi. Alors, je ne pars pas dans une île, je vous rassure, j'aimerais bien de temps en temps, mais ce n'est pas possible. J'ai une famille, j'ai des parents, j'ai des amis, je ne peux pas partir dans une île pour écrire, mais c'est très simple pour moi, comment je me crée ma propre insularité. Eh bien, moi je coupe Internet, et j'écris dans un bureau qui ressemble d'ailleurs exactement à celui de Nicolas, qui est donc sous les toits, au 8e étage, où il n'y a pas Internet, où il y a malheureusement des voisins extrêmement bruyants. D'un côté, un karaoké, c'est absolument épouvantable. Une dame qui pense qu'elle chante bien et qu'elle chante seule, et c'est affreux, les murs sont épais comme ça, donc elle massacre la chanson de Titanic. C'est affreux, elle fait ça toute la journée. Et de l'autre, un couple extrêmement amoureux et très fougueux. Un monsieur qui doit avoir une vie très mouvementée, qui aime que le monde entier soit au courant. Donc au début, ça a été très difficile d'écrire dans ces circonstances, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans le livre. La jeune femme qui se déshabille dans l'immeuble d'en face, elle existe vraiment, je l'ai mis dans le livre. En fait, ce livre est très 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 personnel pour plein de raisons, mais on va pas parler des textos érotiques parce que mon mari est là, ma sœur aussi, ça me gêne. Voilà, si vous voulez poser des questions sur les passages un peu érotiques, vous pourriez le faire après, mais pas maintenant. Non, je blague bien sûr. Hein. Alors juste une dernière petite question, puisque vous dites que tout ça est infiniment personnel. Vous dites très bien et très justement qu'il s'agit avant tout d'un roman sur le processus de création. Et du coup, il est question d'édition, et les questions d'auteurs aussi un peu paumés qui traînent sur cette île et qui m'ont fait penser à pas mal d'auteurs de ma connaissance, mais que je ne nommerai pas. Non. Et puis, est-ce que ça aussi c'est personnel? Est-ce qu'il y a ces écrivains, enfin, ces journalistes blessants, ces écrivains un petit peu en loque, est-ce que ceux-là aussi font partie de votre quotidien? Bien sûr. Il y a même un journaliste dans ce livre que j'ai à peine déguisé, un journaliste que j'apprécie énormément, qui est un des seuls journalistes littéraires qui lisent les livres. C'est assez rare en France, pas en Belgique, j'ai remarqué, et d'ailleurs mes collègues auteurs sont d'accord avec moi, les journalistes belges lisent les livres. D'ailleurs j'ai fait plusieurs interviews ce matin, je peux vous le confirmer, ils lisent les livres à fond. Alors qu'en France, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours « Oh, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de lire votre livre ». Alors après on dit « Mais comment vous allez faire l'interview ?»« Oh, vous inquiétez pas, j'ai lu derrière, je suis allée sur Internet, je me suis débrouillée. » Mais si, je vous promets, c'est même parfois... C'est un peu leur boulot, quoi. Ben oui, c'est bon. Alors, je ne veux pas dire que c'est la France, hein, on n'est pas là pour dire des choses agréables de mon pays, mais en tout cas, il y a un journaliste là-dedans, il y a plusieurs journalistes. Il y a un journaliste qui écrit un article absolument épouvantable sur Nicolas Koch. J'avais aussi envie de montrer que ressent un écrivain quand il y a une critique terrible qui est faite d'un livre. Bon, enfin, ça arrive, hein, ce sont des choses...
auxquels il faut absolument faire face. Et puis, bien sûr, il y a des journalistes bienveillants qui suivent le parcours d'un auteur avec intérêt, qui peuvent plus ou moins aimer un livre, mais qui s'intéressent au chemin d'un écrivain. Et puis, bien sûr, il y a des collègues écrivains. Il y a des portraits d'écrivains là-dedans, où vous pouvez y reconnaître, je ne vais rien vous dire, mais à vous de voir qui vous reconnaissez. C'est assez rigolo d'ailleurs quand on pose cette question, le travail du lecteur. Mais je n'ai pas pu résister à un moment, c'est vrai, j'ai croisé quelques écrivains, sans vous donner de nom, sans vous parler de nationalité, mais qui m'ont absolument estomaqué par leur vanité. Alors c'est vrai qu'ils sont très talentueux, c'est des écrivains qu'on lit avec un plaisir fou, mais quand on les rencontre et quand on leur parle, on tombe des nues, quoi. C'est vraiment... Et d'ailleurs, à un moment, Nelson Novezan, puisque c'est l'écrivain que Nicolas m'a croisé, dans cette île de rêve, Nelson Novezan, à un moment, a une petite tirade sur pourquoi les écrivains écrivent. Eh bien, j'ai très légèrement maquillé une interview un matin que j'ai entendue sur une grande radio française d'un de ces écrivains. J'ai trouvé ça tellement fascinant que j'ai tout noté. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Et j'ai évidemment un petit peu tout changé, mais je m'en suis servi pour ce livre parce que c'était, là encore, trop beau, trop incroyable. Et voilà. Les écrivains sont des petits vampires, n'oubliez pas. Absolument. Je vais avant tout vous remercier d'avoir été là, d'avoir répondu à nos questions avec autant de charme et autant d'élégance. Et merci de vos questions qui sont très pertinentes. J'ai vraiment lu le livre. J'ai bien vu, j'ai bien vu et je vous remercie parce qu'en plus vous m'avez posé des questions très différentes et très intéressantes. Donc ça m'a fait très plaisir d'y répondre. Vous me flattez, merci. Je vous invite donc à venir retrouver l'auteur. Les livres sont sur le piano, ils sont également ici. Elle reste encore avec nous un petit moment, donc profitez-en. C'est un plaisir.